Quand les princes du port gardent en main le sort, ami, de milliers d'exilés mal du pays. Quand tu rêves la nuit exilé de ton île, entends-tu tous ces cris, ces rumeurs de ta vie? Elle a été attachée sur un arbre, ils l'ont V, ils ont filmé, ils l'ont dépecée. Sa famille l'a retrouvée comme ça, attachée, toujours attachée à l'arbre. Et la vidéo a pu être tracée jusqu'à Genève. Les hauts là-bas, là, tu connais. Les mêmes qui ont couvert Marc Dutroux. Il faut le dire, les mêmes qui ont couvert Oui, Marc c'est des Dutroux. Il y commandes. a eu En gros, énormément de morts. c'est des Comment? commandes. C'est des commandes. En gros, on a besoin de ça, de tel âge, telle jeune femme, et on va trouver la jeune femme, on va le faire. Ou c'est juste parce que... Ah ouais. C'est ça, Nivlor. Alors en fait, ils ont découvert que c'était un mec qui avait déjà fourni plusieurs vidéos et que c'est ça en fait. C'est en gros, il reçoit une commande, il va se balader un peu, il va trouver quelqu'un qui correspond et il va faire ce qu'il a à faire, il va donner la vidéo à ces gens et voilà. Ok. Hmm. Bon, vomissez pas trop les gens, hein, en tout cas. On dit sécuriser le live s'il vous plaît parce que là il y a beaucoup de choses et donc là voilà je peux maintenant revenir sur la destruction de l'Inde par l'opium. Ce que je vous expliquais c'est que en fait il y a une particularité de la mélanine face à l'addiction. La mélanine est une substance en vérité donc qui absorbe, vous voyez, elle assimile. C'est une substance qui absorbe et qui assimile. C'est autant ce qui permet au mélanoderme d'être en résonance, je vais dire, avec en adéquation avec son environnement, de s'adapter, si vous préférez, à son environnement. Logiquement, le mélanoderme étant le premier homme, il doit être doté de la particularité à, comment dire, à conquérir chaque environnement de ce monde. Il est le premier homme sur le monde. Vous comprenez? Donc le mélanoderme a naturellement la capacité en lui de s'adapter à chaque environnement. Il a même une suradaptation. Ça, j'en avais aussi parlé dans d'autres cas. Je ne vais pas en parler aujourd'hui parce que je vous ai dit beaucoup de choses déjà aujourd'hui. Mais en tout cas, ce qu'on observe, c'est que dans le cadre donc de sa mélanine, face à l'addiction, à des substances comme de la drogue ou des substances qui provoquent des addictions comme le sucre, etc., etc., le mélanoderme, lui, il va être beaucoup plus vite en surdose, beaucoup plus vite en risque de, comment ça s'appelle, de diabète, beaucoup plus en risque de overdose de sel, etc. Parce que sa mélanine, lui, elle surassimile l'aliment, vous voyez, et que le taux d'assimilation de ce même aliment ou drogue ou par exemple gaz de peau d'échappement ou même radiation de téléphone, radiation d'ordinateur ou de télévision, ce n'est pas assimilé au même niveau par l'organisme du locoderme parce que lui, tout simplement, il n'a pas la même biologie que nous. Voilà. Donc nous, cette mélanine, il faut comprendre en quoi, et ça, la sœur Nelimba, elle en a beaucoup parlé, elle a fait de la vulgarisation, elle a écrit des petits livres, elle a parlé chez Mobali, la sœur Nelimba, elle en parle très bien de la mélanine, comment on peut passer d'un, entre guillemets, super pouvoir à une malédiction. Si on ne sait pas qu'il faut nourrir sa mélanine. Ah oui, vas-y ma sœur, vas-y. Ouais, Nelly, c'est afrocentrie... Non, afrochronique. C'est elle, Afrochronique. Afrochronique. C'est extraordinaire ce qu'elle fait comme travail, cette fille. Afrochronique. Voilà. Parler. Non, vas-y, je te laisse un peu en parler. Ouais, en fait, elle a une page, ben, c'est une sœur métisse d'ailleurs, qui a quitté l'Occident, d'après ce que j'ai compris, elle a quitté, elle est partie. Et elle est très jeune. Je pensais qu'elle était plus âgée, elle est très jeune, elle a à peine 20... la dernière fois qu'elle avait dit son âge, je crois qu'elle devait avoir 23, 25, même pas. Et un peu comme nous tous, en fait, elle découvre son histoire de jour en jour et au fur et à mesure, qu'elle découvre des choses, elle les documente, elle les partage. Et ce que j'aime beaucoup avec elle, c'est que on voit que ces interviews, ces vidéos, ce sont vraiment des travaux de recherche. Ça ne sort pas de sa tête. Elle n'est pas là en train de dire elle sait qu'elle n'est pas qu'elle n'est pas scientifique occidentalisée la façon qu'on nous le présente, mais les travaux qu'elle fait de recherche, le temps qu'elle passe à compiler les documents, elle est vraiment, moi ce que j'aime, elle est extrêmement minutieuse au niveau de ses références. Elle prend vraiment le temps de comparer ses sources et tout. Et moi, c'est ça. Moi, j'aime les travaux sourcés. J'ai découvert énormément de choses auprès d'elle. Et elle a fait une vidéo, mais extraordinaire sur ben, l'industrie de l'avortement avec, avec Margaret Thatcher, quand ça se dit comme ça.
le soutien qu'elle a eu de Du Bois et compagnie. Et c'est quoi son nom? C'est le compte s'appelle Afro Chronique. Si je dis pas de bêtises, son compte s'appelle Afro Chronique. Et là actuellement, elle a lancé une nouvelle série qui s'appelle Temps présent, extraordinaire, dans lesquels en fait elle analyse des cas, des sujets d'actualité, mais pas en mode on parle d'un sujet, on passe à autre chose. Non, elle remonte dans le passé, elle fait vraiment une étude sur l'antériorité de la situation, pourquoi on en est, pour qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi on en est arrivé là, etc. C'est vraiment ultra intéressant. Et si c'est pas la dernière vidéo, c'est l'avant-dernière, je sais pas, une vidéo qu'elle a sortie là que j'ai écoutée, mais qui m'a vraiment waouh et fait allumer des antennes, mes ampoules. C'est un enfant qui est mort contaminé au plomb et c'est un enfant métis. Et en fait, elle a mis en avant le fait que nous avons cette mélanine qui est un cadeau et en même temps pour nous, malheureusement, notre pire ennemi. Et le Locoderme l'a compris. Notre mélanine, en fait, tout comme elle est là pour nous protéger, elle capte aussi énormément tout ce qui est nocif à nous. Et en fait, elle pense que, d'après son analyse, que l'effet que d'autres enfants du même âge étaient dans le même environnement et que ils n'ont rien eu, potentiellement, c'est peut-être dû au fait que cette petite fille a une dose de mélanine noire en elle parce qu'elle a un parent noir, son père est noir. C'est la façon qu'elle essaie de présenter la chose, mais connaissant notre mélanine, c'est pas improbable. Sauf que c'est une information qui n'a pas du tout été relayée, ça n'a pas du tout été, il y a eu quasiment pas de mouvement autour, personne n'en parle. Une petite fille est morte contaminée au plomb à cause d'un arbre qui était contaminé, qu'on n'a même pas abattu d'ailleurs, on a coupé les branches et on a décoré l'arbre avec un objet qui a été fabriqué par les enfants de l'école là où il y a l'arbre. Bref, un bordel sans nom. Et vraiment, ça, elle met vraiment en avant, en fait, le fait que notre mélanine, en fait, si on n'en prend pas soin, ben, ça devient un danger pour nous parce que le Locoderme nous a étudié et sait comment le détruire en nous. Et si on, encore une fois, hein, si on nous a pas encore détruit, c'est parce que vraiment on est robuste. Hein. C'est parce qu'on fait partie de la nature même. On fait partie de la nature directe. On est connecté direct avec les éléments de la nature. Autrement, là, on serait plus là. On ne serait plus là. Tellement ils nous ont étudié, analysé. Ils savent exactement ce qu'il faut faire pour nous détruire, mais on est solide, quoi. Je te remercie vraiment pour ce que tu viens de dire, ma reine. Moi, j'aimerais rajouter que quand tu dis que Nelimba est très jeune, je rappelle l'âge auquel Cheikh Anta Diop écrit et publie euh, les articles qui vont servir à mettre en page ensuite Alerte sous les tropiques, par exemple. Il n'a que 25 ans, 24-25 ans. Donc, au moment où il écrit ça, il était en train de faire ses études, et c'est pour ça que j'explique souvent que même le discours qu'il donne à Niamey en 64, ce n'est pas le même discours qu'il donne à Atlanta en 84. Déjà, il n'est pas devant le même public, il ne court pas le même risque, et sa mentalité a progressé. Il n'est plus un étudiant à l'école, il est un homme qui s'est fait son avis sur les choses et sur le monde. Vas-y, Marine, tu voulais rajouter. Oui, non, je validais ce que tu disais parce qu'en fait, comme on dit bon, dans notre cosmogonie, on sait que on a l'âge terrien en se basant sur le calendrier grégorien, mais on a aussi l'âge spirituel. On ne sait pas quel ancêtre cette jeune femme est là avec elle, qui est en train de finir un travail qu'il a déjà commencé. En fait, quand je parle de sa jeunesse, c'est l'éveil qu'elle a par rapport à la masse. C'est pas une tranche d'âge comme nous là, c'est pas, on n'est pas dans la tranche d'âge auquel on s'attend à ce qu'on s'intéresse aux choses-là, mais sauf qu'ils se sont trompés de génération. C'est ça en fait. Ils se sont trompés de génération. C'est pour cette raison que le comportement de la jeunesse fait peur à l'Occident, de la jeunesse noire. C'est pour ça qu'on voit des jeunes dans les Caraïbes qui sont en train de secouer le système, ça leur fait peur, parce que ils nous ont mis en place tellement d'éléments de distraction ces 20 dernières années que quand ils font leur émission, oui, les jeunes dorment pas, les jeunes ceci, regarde, nous on dort pas, mais on est en train de s'éduquer.
Ok? Oui, les jeunes passent leur vie devant l'écran, les jeunes ne regardent plus la télé, ils sont en PLS parce que les éléments des doctrines qu'ils ont fabriqués de A à Z pour maintenir cette jeunesse dans, dans ce mensonge qu'ils ont fabriqué, en fait, la jeunesse, elle l'utilise à son avantage. Parce que YouTube, il y a des myriades et des myriades de contenus sur YouTube. La probabilité qu'une jeune femme comme elle, en plus, on va pas parler de langue de bois, elle a le profil typique de la meuf tuto capillaire. Quand on la regarde physiquement, c'est ce profil-là qui marche sur les réseaux sociaux. Mais non, elle vient, elle nous parle d'histoire, elle nous parle de nous, elle nous parle d'elle, de ce qu'elle apprend, de ses connaissances, de ses recherches. Et franchement, c'est tout à son honneur. C'est tout à son honneur. Et effectivement, elle est jeune en chiffres, comme Job aussi, jeune en chiffres, mais on sait très bien que spirituellement, ces personnes-là ont beaucoup plus de bagages, en fait. Merci. Je rejoins tout à fait, hein. Que on peut même l'expliquer, moi j'ai envie de te dire, par plusieurs autres choses, comme même l'épistémologie et tout ça, et l'ère du Verseau, parce que de se dire qu'une jeune personne comme ça aurait une telle lucidité, de tels centres d'intérêt, et surtout une telle capacité, parce qu'elle a quand même fait éditer ses bouquins, elle a fait son site, elle a déménagé, elle a fait tout ce qu'elle a fait, on se dit qu'elle est dirigée quand même par une véritable force. Donc cette force, moi je trouve qu'on peut même l'expliquer de beaucoup de manières, tu as tout à fait raison. Et je te rejoins tout à fait également quand tu dis qu'on ne serait plus là si nous n'avions pas une telle résilience. Souvent, je demande, mais écoutez, alors est-ce que ça veut dire que nous tous, on est les descendants de ceux qui n'ont pas été mis en esclavage? Parce que comment justifier que des gens mis en esclavage trouvent quand même le temps de faire des enfants, de les aimer, de leur transmettre leur culture? Déjà, comment ils ont fait pour garder même des trucs de leur culture, alors qu'on voit que le continent a été totalement asservi et dominé, et que dans la diaspora, on a été complètement asservi et dominé, que ce soit dans les Caraïbes, on a été complètement asservi et dominé. Donc, comment ça se fait qu'on soit encore là alors qu'on ait réussi à faire des gosses, même dans les pays arabophones, alors qu'on vous dit dans le livre La Traite orientale que euh, les arabo-musulmans castraient les enfants, les jeunes garçons, ils les castraient et qu'après ils y étalaient du caca de chameau et ou bien du ciment, ou bien parce qu'ils sont imaginatifs, qu'ils les enterraient jusqu'au cou dans le sable. Et on vous dit que ces gamins-là, ils survivaient rapidement, mais qui mouraient d'infections horribles parce que l'urine était bloquée et qui finissaient par mourir parce que l'urine avait explosé à l'intérieur d'eux. Enfin, ils mouraient des morts qu'on ne peut même pas, on n'a jamais vu ça même dans aucun film, en fait, des plus tordus. Vous voyez? Donc, comment ça se fait qu'on soit là, en fait? Et comment ça se fait qu'on soit pas plus traumatisé? Et comment ça se fait que les gens, ils chantent là encore, ils rient, ils dansent, ils s'en foutent, quoi. Ils sont là, ils sont bien, ils mangent, tout ça. C'est une extrême force qui nous a été transmise. Vraiment, il faut le reconnaître. Moi, je suis toujours éblouie quand je vois des mélanodermes ils rient, ils s'en foutent, hein. Ils sont chrétiens, musulmans, kamites, ils rient. Comme ça, et moi, ça me fascine. Ça me fascine. Je me dis, mais on est encore là en train de rire, quoi. En tout cas, je vais poursuivre avec quelque chose qu'avait dit Madame Juliette Smeralda. Elle avait dit, en fait, elle avait cité un des pionniers de la médecine européenne du XVIe siècle. Ce monsieur avait pratiqué énormément de dissections. Excusez-moi de ne pas avoir retenu son nom. Et il avait dit, en fait, bah, après nous avoir bien découpé partout, il avait dit, ils sont noirs partout. C'est ce qu'il avait dit, ils sont noirs partout. Et je vous fais cette citation pour enchaîner donc et reprendre sur ce que je disais. La particularité de la mélanine face à l'addiction est qu'elle renforce cette dite addiction. Et donc, on comprend mieux quand je vous dis que l'Inde ils ont tenté de détruire l'Inde et de la servir. Ils ont asservi des gouvernements et des altesses, des rois, etc., des princes, etc., en les rendant accros tout simplement à l'opium et en leur donnant ensuite des femmes, et etc., etc. Et en les convertissant également au dogme arabo-musulman. Voilà. Donc, comment comprendre comment une population à la base indienne va blanchir, comme pour le cas par exemple du Pakistan. Pakistan qui est souvent mentionné lorsqu'on pense à des terreaux. Ça, ce n'est pas pour rien non plus. Je vais normalement l'expliquer plus tard, mais on verra.
Donc, toujours est-il que ça, accessibilité au travail, je vous l'ai dit, les mélanodermes qui sont la majorité de la population en Inde n'ont pas l'accessibilité au travail et rassurez-vous, on va bien répondre à la question de ce live, hein. Là, tout ce que je fais en vérité, c'est un peu comme le Cheikh Kovir Ekmire, mais jamais à son niveau, une réappropriation de l'histoire, une relecture des faits selon les sources, les faits que nous avons, afin de comprendre, d'analyser la situation réelle et de répondre véritablement à la question qui est posée aujourd'hui. Donc, cette question, je vais la resituer. Le conflit indo-pakistanais, retour sur l'histoire de l'Inde et du Pakistan, la source du conflit actuel, la menace nucléaire et les mécanismes de dissuasion à qui profite le crime. Donc, dans le but, en vérité, je fais un petit récapitulatif, hein, de répondre à cette question-là, j'étais obligée de remonter jusqu'à l'essence même de la formation de la civilisation indienne, vous expliquer les interférences des différents peuples locodermes sous leurs différentes formes, qu'ils soient arabo-musulmans, indo-européens, anglais, portugais ou français. Vous voyez, ce sont les mêmes peuples, les mêmes méthodes, les mêmes procédés, la même finalité. Vous voyez. Et je vous ai expliqué également les mécanismes de contrôle mental et de comment on monte une même population qui à la base est une même population à se détester, à se haïr, à ne plus se reconnaître entre elles. Je vous ai expliqué également les biais du métissage. Je vous ai expliqué également, je vous ai lié en essence par le socle commun de culture et de spiritualité l'Inde avec non pas l'Afrique. J'ai expliqué en quoi l'Inde était différente de l'Afrique, mais avec Kama. Avec Kama. Et je vous ai également après lié là cette fois-ci l'Afrique avec l'Inde dans les processus de colonisation utilisés par le colon. Et d'ailleurs sur ça, j'avais oublié d'ajouter, donc quand je vous parlais du colorisme et du tribalisme, de tout ça avant qu'on soit interrompu par un monsieur qui se reconnaîtra, genre j'étais en train de vous dire que l'Européen en fait se sert de l'Indien dans ses colonies comme un nègre supérieur. C'est pour ça que je vous disais qu'il est supérieur de son phénotype par le cheveu. Ça, à quoi lui sert cette supériorité? Elle lui sert que, donc, dans tous ces pays-là, ces colonies d'outre-mer, les Européens vont envoyer des Indiens à des postes administratifs pour les administrer. Mais il faut comprendre que ces Indiens ne sont déjà plus Indiens. À ce moment-là, ces Indiens sont colonisés depuis longtemps. Donc, on a vu, ils ont déjà été détruits par les opiums, par les indianologues, par les trucs des femmes qui perdent complètement leur place dans la société, par les castes, par les blanchiments, par les cultes à l'orientalisme, etc., etc. L'Indien est détruit, l'Indien est déjà aliéné complètement. Et là, l'Indien s'estime heureux d'être mis par son maître blanc à un poste d'administrateur en terre coloniale. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, à chaque fois que l'on regarde dans la Caraïbe, qu'est-ce que l'on constate? On constate que c'est un mélange des Indiens et des Africains qui donne le phénotype des gens de la Caraïbe. Ah oui. Et du coup, qu'est-ce qu'on remarque également? La sociologue Juliette Smeralda, encore une fois, un trésor de notre communauté, cette dame, a écrit tout un livre sur ça, parce qu'elle a voulu rétablir les choses et rendre leur légitimité aux Indiens. Ça, je la remercierai toute ma vie pour ça. De dire que, mais en fait, beaucoup de gens de la Caraïbe disent que si leur révolution a été retardée, c'est à cause des Indiens. Et elle a expliqué en quoi c'est vrai et c'est aussi faux. Et en quoi les Indiens, au final, ils subissent la même chose, exactement la même chose, et qui sont juste un autre pan du colorisme, mais que c'est un seul et même peuple, en fait. Mais qu'on ne sait même plus le reconnaître. Parce que le blanc nous a appris à nous différencier par type de poil. Un, le poil lisse, l'autre a le poil frisé. Donc on ne sait plus voir le reste que j'ai mentionné avant, je vous ai expliqué, donc je vous ai lié en essence tous ces peuples-là. Voilà, par différentes choses. Que ce soit la bouffe, la culture véritable, la spiritualité, etc., art, la musique, voilà, je vous ai expliqué tout ça. Et donc de comprendre aussi comment l'Indien est utilisé par le locoderme dans la traite, un poste stratégique, afin de lui faire croire jusqu'à aujourd'hui qu'il est supérieur au mélanoderme, aux cheveux afro, et de comprendre que dans l'histoire de l'humanité, l'Inde n'est respectée qu'avant d'être envahie et dominée par les
les Européens à qui elle lègue les mathématiques, comme aux Arabes par exemple. Enfin voilà, elle lègue, on va dire, les mathématiques aux Arabes et les écritures ainsi que certains idéaux, certains récits religieux, certains pans religieux qui vont aider par exemple les Grecs à créer leur Zeus, etc., etc., leur Dionysos, tout ça. Nous on sait que tout ça c'est Shiva. Moi ça me fait toujours rire parce que quand je vais à Château d'Eau, les amis, vous savez, il y a rue Dionysos et à côté il y a rue du Poulet. Et quand on étudie un peu les choses, on se rend compte que Dionysos, en vérité, c'est Shiva. On se rend compte que Shiva, c'est Osiris. Donc c'est Oussiré. Et on se rend compte que notre frère qui est là à Château d'Eau, qui est habillé comme un pharaon, mais qui est chrétien ou qui ne sais pas quoi, eh ben lui, il est dans la rue de son ancêtre. Vous voyez. Et il ne sait pas parce que le blanc a caché le nom, il a masqué, il a utilisé la magie des blancs, c'est ça qu'on appelle la magie blanche. C'est Franco Lolia qui en parle très très bien. Franco Lolia, grand combattant de la cause kamite, Franco Lolia, élève du Cheikh Kovirek Miré, qui allait en prison pour nous les amis et qui parle très bien et qui lutte contre la négrophobie systémique, qu'il explique et qu'il combat. Voilà. Donc, on voit que ce mec-là, il est dans sa rue, il est dans, voilà, il sait pas forcément que c'est le nom de son ancêtre, mais c'est sa rue et c'est rue du Poulet, c'est pas pour rien. Même Poulet, là encore, on peut relier à Thor, à Annecy, la plume, c'est ce qui donne plus tard Dieu et l'idée de Dieu ou de l'énergie créatrice, parce que chez nous, on parle pas vraiment de Dieu. Là, comprenez bien que je dis Dieu juste pour qu'on se comprenne tous. Mais voilà, tout ça, c'est même lié au poulet, c'est lié à la plume. Là, je vous parle, c'est lié grâce au médoune éther, en fait. Donc, c'est lié même dans la pierre, dans l'image, dans le concept. Oui, ma reine. Je savais pas du tout qu'il y avait cette rue. Je connais la rue du Poulet parce qu'il y a un restaurant haïtien là-bas. Je pense que à Paris, ça doit être le lieu où le noir est le plus agressé et maltraité. Parce que moi, j'ai déjà vu des arrestations là-bas, c'est pas des blagues, hein. On gaze les tontines qui vendent au bord de la route, au bord du trottoir, là, pour rien. Les nombres de fois où je suis arrivée à Château de Rouge, du coup, Château d'Eau, je sais même plus, bref. Parce qu'en général, je monte à pied depuis Strasbourg, depuis Barbès, Rochechouart. C'est rare que je passe par le métro, parce que quand j'arrive par la ligne 2, et du coup, je marche pour aller jusque là-haut. Des fois, tu peux même pas respirer parce que tu sens qu'il y a encore l'odeur du gaz lacrymogène, en fait. Donc, pour moi, c'est l'un des lieux où le noir est le plus maltraité et marginalisé à Paris, hein. S'il y a d'autres endroits, j'ai pas en tête, hein, à Paris. Après, oui, il y a le Colline du Crack, ce genre de choses. Mais un lieu où les gens sont là à faire leur petit business. Vous savez, pour la... Attends, j'ai pas compris. Et vous savez, pour la plus de noirs. Ah, pourquoi? Est-ce qu'on sait pourquoi il y a plus de noirs là-bas? Je sais pas du tout. J'ai pas trop l'histoire de Paris sous l'arrivée des grands groupes, mais en tout cas, je connaissais pas l'historicité de cette rue. Et effectivement, oui, pour moi, à Paris, en tout cas en région parisienne, ayant fait plusieurs villes, c'est là où les Noirs sont les plus maltraités, hein. Vraiment, parce que comme ils vont au bord de la route, dès qu'il y a la police et tout, si on ramasse les commerces, on part en courant, etc. Et un peu plus bas, c'est Barbès, mais c'est le quartier des Arabes. Et les Noirs sont un peu plus haut à ce niveau-là, niveau rue de Poulet. Tu longes la rue, là derrière, il y a tous les commerçants noirs qui vendent des tissus. Parce que quand tu vas du côté de Montmartre, soi-disant marché du tissu africain, les vendeurs, c'est soit des Pakistanais ou des Blancs, d'ailleurs. Et les vendeurs tissus, donc les Noirs, moi, je les vois, après, c'est peut-être mon constat, les vendeurs noirs, je les vois plus dans cette zone-là, là, avec les couturiers maliens, sénégalais, tout ça, là. Voilà. Donc, merci pour cette information. J'ignorais cette histoire par rapport à cette rue-là. Et du coup, tu sais pourquoi il y a tous les Noirs qui sont là-bas ou pas, du coup, dans cette zone-là? Bien sûr, s'il y a tous les Noirs qui sont là-bas, c'est parce que les premiers commerces des Noirs ont commencé à être mis là-bas. Donc pourquoi? Parce que les Noirs sont allés là où on leur a permis d'aller, n'est-ce pas? Ils n'allaient pas venir s'installer en France là où ils veulent. Pourquoi ils ne sont pas allés sur les Champs-Élysées?
Donc ils sont allés là où ça leur était permis d'aller, que ce soit sur le plan financier ou quoi, et ils ont commencé à créer des business par communauté. Donc quand on regarde là-bas, on voit que c'est des communautés d'Ivoiriens. Il y a énormément de djoula dans les rues. La plupart des gens qu'on voit qui appellent les dames là pour vous dire venez dans tel salon, tout ça c'est des djoula. Il y a énormément de Camerounais également, des Camerounais anglophones, tout ça. Il y a voilà énormément de gens comme ça. Et après on se rend compte que vu que c'est un endroit où foyer de culture noire, j'ai envie de vous dire, et, et bien naturellement, les gens vont venir de partout pour avoir accès, hein, tout simplement, aux choses. Et donc il y a les vieux blancs qui étaient là-bas avant que ce soit permis aux noirs de commencer à faire leur business là-bas et qui ont potentiellement légué à certains encore d'entre eux. Et il y a les nouveaux blancs qui viennent là-bas pour bénéficier des services, que ce soit des ongles, des cheveux, des alimentations, ou tout simplement parce qu'ils aiment le quartier, ils viennent se balader, boire des verres. Il y a des bars là-bas où c'est la rue des Noirs, mais le bar, il y a que des blancs dans ce bar-là. Donc, oui, Marraine, tu voulais dire, vas-y. Ouais, c'est ça. En fait, je ris parce que euh, comment il s'appelle là, le comédien qui avait fait son spectacle à côté, Farid, qui avait fait une espèce de sketch là-dessus en disant que qu'il habite dans un quartier bobo. Moi, je pensais qu'il allait dire des quartiers de 20e. Non, non, il parlait bien de là-bas, il a vécu là-bas. Et en fait, c'est des quartiers, entre le jour et la nuit, c'est deux mondes différents. Parce que les Noirs que vous voyez là-bas qui passent leur journée, ils n'y habitent pas. À 19h, 20h, ils sont tous dans la ligne 4, à se disperser dans la banlieue, dans les cités. Ils n'y habitent pas. Et ils sont pas propriétaires des fonds de commerce, la majorité. Hein. Ils viennent travailler, se débrouiller, et après, ils repartent. En fait, on leur laisse la journée là-bas, et c'est pour ça que dès qu'il fait 19h, 19h30, on commence à leur mettre la pression. Cassez-vous, rentrez chez vous, parce que nous, les petits ouais, il faut bien qu'on mange tranquillement à 20h, sans vous entendre là. Vous voyez? C'est vraiment, c'est fou ça. On vous donne l'accès à un certain degré, mais pas trop. Et quand tu passes là-bas certains jours fériés ou très tôt le matin, ça m'est déjà arrivé de me retrouver là-bas à 2h, 3h du matin, t'as pas l'impression, tu ne reconnais pas le quartier. Tellement c'est clean, tu vois tu reconnais pas le quartier, tu vois des petites blanches qui rentrent de pub, qui vont boire des apéros. C'est le jour et la nuit, c'est la définition du jour et la nuit, c'est vraiment ce quartier-là. Parce que les Noirs n'ont pas les moyens d'habiter dans la capitale. S'ils y habitent, ils sont en coloc à plusieurs et tu les verras pas en train de se poser, comme tu dis, boire des cafés dans les restaurants chics là-bas. C'est vraiment le jour et la nuit, ouais. C'est fou. Merci, Marraine. Et du coup, oui, je sais plus ce que je disais, mais que ouais, je vais continuer à lier, hein, ne t'en fais pas. Mais que ouais, en gros, l'Inde, je vais répéter juste parce que je suis pas sûre que je l'avais dit et c'était très important que je le dise quand même. Après, je vais oublier. L'Inde n'a été prise au sérieux par ces gens-là et à l'échelle mondiale qu'à partir du moment où elle s'est dotée de l'arme nucléaire. Donc en fait, j'ai expliqué ça parce qu'après, là, tu m'as un peu mis là sur le côté Kamit. Du coup, j'allais dire des choses sur le côté kamite et je vais faire un petit trou pour le dire parce que c'est des choses aussi très importantes qu'il faut dire. Et de toute façon, le but de ce live, c'est de répondre à la question, mais aussi de vous expliquer autre chose sur le lien entre l'Inde et Kama. Et sur le lien surtout entre le passé de l'Inde et de Kama, le présent et le futur. Voilà. Donc, alors, ce que je disais, c'est que l'Inde n'a été prise au sérieux à l'échelle mondiale qu'à partir du moment où elle a eu accès à l'arme nucléaire. Parce que là, en fait, on s'est enfin dit que, mais attends, en fait, ces Indiens, là, non seulement ils sont un peu nombreux, mais si on les fait chier, ils ont des moyens de répondant maintenant. Avant ça, ils n'étaient que les pantins d'un système. Et aujourd'hui, on se rend compte que même s'ils ont ça, même s'ils ont réussi à avoir ça, ils sont toujours pantins d'un système parce qu'ils jouent toujours le jeu de l'occidental. Mais l'Indien est malin. En fait, l'Indien, vous savez, il est comme le Chinois. C'est un Asiatique, hein, de toute façon. Et les Asiatiques, nous, qu'est-ce qu'on fait? On fait toujours la même chose. En fait, on va rester avec le diable. Et le moment où on va le quitter, c'est le moment où on a déjà tout de l'autre côté, en fait. Parce que nous, on veut être plus vicieux que le diable. C'est la vérité.
Ça veut dire, moi, je vais pas partir te montrer que, non, vas-y, t'es mon ennemi, je suis plus avec toi, je sais, tu m'as baisé et tout. Non, 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 non. Moi, je vais continuer à profiter de ce dont je peux profiter ici. Je vais continuer à avoir les informations, ce que je dois avoir. Mais par derrière, je vais te la mettre. Par derrière, je vais aller faire mes choses là-bas. Et quand tu vas cligner des yeux, quand tu vas réouvrir tes yeux, tu vas voir qu'en fait, j'étais pas de ton côté depuis longtemps. Tu vas voir qu'en fait, moi, ça fait longtemps que je t'ai quitté, en fait. Ça faisait longtemps que je t'aimais plus, en fait. Mais je t'avais pas dit. Ou je t'avais dit, tu m'as pas cru. C'est-à-dire, regarder la hauteur des investissements et des projets de l'Inde en Afrique. Parce qu'on parle beaucoup de la Chine, et quand on parle des Indiens, les gens voient des Arabes un peu arriver chez eux, j'ai l'impression. Il faut savoir que ça peut aussi être vrai. Et que, en tant que mélanoderme de Kama, nous avons été suffisamment lésés pour ne pas nous faire avoir. Pas même par nos frères mélanodermes indiens. Donc moi, j'invite tous mes frères et sœurs à être toujours prudents sur ça. Parce que ces gens-là, à ce qu'on en sait, ils sont aussi aliénés que nous. Donc si on doit se méfier de nos dirigeants, de nos propres dirigeants, de nos propres frères et sœurs, quand ils sont aliénés, eh bien on se méfie de tout le monde. C'est tout. Donc moi je dis ça en tant que quelqu'un qui est des deux origines. C'est la vérité. Donc ça soulève la question surtout de savoir qui sont les véritables tenanciers de l'économie. J'allais vous parler en fait d'un groupe ethnique en Inde qui est les Agoris. J'allais vous parler des Agoris et là je suis en train de me dire je vais pas vous parler des Agoris du coup. Je vais directement aller sur la question des véritables tenanciers de l'économie. Ça soulève la question de qui sont les véritables tenanciers de l'économie pour finir sur la question de château d'eau parce que c'était un point très intéressant. En vérité, quand dans les commentaires quelqu'un, à Eben en plus, a dit salam à Loco, bonsoir Eben, il avait tout à fait raison. Parce que c'est la question, encore une fois, de qui sont les djoulas. Et ça, vous m'en avez souvent entendu parler parce que c'est tout le travail du professeur Akiri Silla. Le professeur Akiri Silla est professeur à l'université d'Abidjan. Il est lui-même, je crois, en plus djoula. Et il nous explique en fait comment le djoula est à la base de l'islam. Donc je vous invite tous à taper Akiri Silla sur YouTube. Il a une vidéo là qui s'appelle le recyclage du malinké à l'islam ou bien l'islam, un culte pour les djoulas. Et il vous explique tout ce que je vous ai expliqué avant mais en détail avec toutes les sources, sur la base des hiéroglyphes, avec des glissements sémantiques, avec vraiment une science incroyable, une conférence les amis qui est gratuite, accessible sur YouTube, qui peut tous nous édifier. Et là, vous allez vraiment comprendre pourquoi quand je dis salam à Loco, c'est tout à fait vrai et c'est pas plus mal. Parce que en vérité, et c'est ce que j'essaie d'expliquer aux combattants de la cause kémite et à nos frères qu'on appelle avec mépris nos arabes, quand le djoula, le malinké, le soniké, il pratique l'islam, en vérité, il fait quelque chose qui est même gravé dans son ADN épistémologique depuis avant les temps de l'esclavage admis. Parce que son ancêtre, c'est lui qui a appris à faire ça à l'arabe. C'est ça que je vous explique. Parce que son ancêtre, il est à la base, en vérité, de ce culte. Donc, attendez, j'écris rapidement dans le chat. Hop, envoyez. Donc, vous regardez ce monsieur, s'il vous plaît, sur YouTube. Il utilise la méthode Kuma du professeur Dibomba Rimbok, qui est mon professeur. Et ce que j'étudie avec le professeur Dibomba Rimbok, ce sont les humanités classiques africaines. Mais on n'aime pas dire humanité classique africaine. Parce que l'Afrique, on a déjà expliqué en quoi ce n'est qu'une construction, etc. Blablabla, du colon. Donc voilà. Donc ça aide aussi à comprendre que le frère, pourquoi il fait ça, et de pourquoi le kamite ne doit pas être hypocrite. Lorsqu'il lui parle de son Dieu et de sa façon de faire les choses, et qu'il doit bien lui expliquer les choses, parce que son frère est naturellement de son côté à la base. Vous voyez ou pas? Et que si aujourd'hui ce n'est pas le cas, c'est parce qu'il y a des fausses perceptions, et que grâce à la jolie image de l'islam, la vitrine de l'islam, la virtualité de l'islam, qui n'a rien à voir avec les faits et son application depuis qu'elle existe, eh bien, ce frère-là, qu'on appelle Noirab, il va se sentir plus proche, de façon culturelle ou idéologique, d'un maghrébin, d'un arabe, de l'islam. Alors que c'est faux. Ce qu'il aime en vérité dans ce dogme, ça a été mis par son ancêtre. Ce qu'il ne connaît pas, et qu'il l'horrifierait s'il le savait,
ça a été rajouté et fait par les Arabes. Comme l'esclavage, les choses sur les enfants, l'histoire terrible, terrible de Safia, que moi je demande pourquoi les gens appellent leur enfant Safia. Mais est-ce que vous savez qui est Safia? Est-ce que c'est le destin que vous souhaitez à votre fille quand vous appelez votre enfant Safia? Mais comment on peut mettre une histoire comme ça et dire après les gens ils s'appellent Safia? Voilà. Et dire que les gens sont des meilleurs des hommes, etc., etc. Et ne pensez pas que je suis plus véhémente face aux musulmans qu'aux chrétiens. Pour moi, je vous ai déjà dit, je vais pas perdre mon temps. Les abrahamistes sont ce qu'ils sont. Moi, je vois qu'ils sont des abrahamistes. Je regarde leur courant religieux dans l'histoire. La façon dont ils se sont divisés, les différents noms qu'ils se sont donnés, ne changent rien à leur point d'origine, à leur méthode, ni à leur idéologie, ni à dont est issue cette idéologie. Vous voyez? Donc voilà. Et moi, pour répondre à ta question, ma reine, quand tu me dis pourquoi ils sont plus là-bas, donc j'ai répondu par ces différents axes-là, mais j'ai envie de te dire aussi que pour moi, il n'y a pas de hasard. Que pour moi, le hasard, c'est l'algorithme qu'on n'a pas compris, qu'on n'a pas déchiffré. C'est le chuchotement de l'univers, de sa volonté, de là où il va aller, la direction qu'il prend. J'avais déjà fait cette métaphore un peu bête, de dire que imaginons, comme je vous ai expliqué, on fait partie de l'univers, etc., etc. Imaginons maintenant que moi, je suis une cellule du corps d'un géant. Et donc, ça veut dire que moi, en tant que cellule de ce corps, je suis moi comme mon âme est sur la terre. C'est dans l'analogie, c'est l'analogie que je veux faire. Et que ce géant est l'univers. Eh bien, je disais que si ce géant, il veut sortir de chez lui, parce qu'il était chez lui, on va dire, il veut sortir de chez lui et que dehors il pleut, et donc il va être mouillé. Moi, en tant que cellule de ce géant, on va dire, je suis une petite cellule qui forme un poil, la moitié d'un poil, voilà. Eh bien, je n'ai pas le choix de sortir lorsque mon univers, c'est-à-dire le géant, le poil de moi je suis un poil greffé sur sa jambe à cet univers, à ce géant. Lorsqu'il a décidé de sortir, moi je n'y peux rien, je sors avec lui. C'est ce qu'on appelle l'ère du Verseau, c'est la précession des équinoxes. Cette analogie-là que je vous fais, en fait. C'est comment l'univers avance sa volonté, où il va sa direction. Et pourquoi il se passe ce qui se passe dans le monde, et pourquoi les choses reviennent en cycle, certaines choses reviennent en cycle, et pourquoi au final l'univers a un sens et des lois. Tout simplement qu'on peut observer, déjà, hein, et comprendre aussi. Voilà. Et donc, je disais que si maintenant il pleut, eh ben moi je vais être mouillée, mais qu'est-ce que j'y peux? Mon univers est sorti, lui-même a été soumis encore à un autre univers. Voilà, il a reçu la pluie. Donc moi je disais, il n'y a pas de hasard, voilà, il n'y a pas de coïncidence. Souvent quand on parle au leucoderme et on lui dit que, mais attends, il y a Messou, il a fait ça il y a combien de temps avant, et toi tu viens nous dire Pythagore. Voici les hiéroglyphes ici, toi tu viens nous dire naissance de l'écriture moins 3000 Mésopotamie. Et il dit, non mais c'est des coïncidences, je sais pas quoi, c'est des coïncidences. Théophile Obenga a écrit un livre qui traite de comment les Kamites sont à l'origine de toute la civilisation des Grecs. Il a écrit un livre, qui d'ailleurs, je l'ai juste là. Attendez. Il a écrit l'Égypte, la Grèce et l'école d'Alexandrie, histoire interculturelle dans l'Antiquité, aux sources égyptiennes de la philosophie grecque, aux éditions L'Harmattan. Théophile Obenga, il a écrit ce livre. Donc, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de coïncidence, il y a de la transmission. Pourquoi? Parce qu'on est dans un monde qui n'est pas fait par un dieu fou, abrahamiste. On est dans un monde dont je vous ai parlé tout à l'heure des lois de la science. C'était pas du délire, hein, c'était pour en venir précisément ici. On est dans un monde, en vérité, vous voyez, logique, basé sur la cohérence. Et qui repose sur des lois, sur un système. Donc les choses ont un point d'origine. Les choses n'apparaissent pas comme ça ne se passe pas comme ça. Il y a un point d'origine, en fait, aux choses, vous voyez. Et ça, c'est la falsification, c'est le problème du leucoderme. Parce que lorsqu'il cache le point véritable d'origine des choses, il masque sa propre histoire. Donc, voilà pourquoi le leucoderme perd et ne connaît pas sa propre histoire. Et sa propre chute, il ne peut pas la comprendre. Parce qu'en cachant l'histoire de l'humanité, il cache sa propre histoire. Et donc moi j'ai envie de te dire, ma reine, pourquoi est-ce que tous ces noirs sont à rue du Poulet? Parce qu'il n'y a pas de hasard, mais par contre il y a des vibrations. Et ces vibrations, elles sont observées de façon scientifique.
ainsi que leur impact sur les choses. Donc voilà. Voilà une des façons d'expliquer, en dehors de toutes les raisons que j'ai expliquées précédemment sur l'arrivée des Noirs, etc., pourquoi ces Noirs sont là-bas. Et quand je disais qui sont les véritables tenanciers de l'économie, donc de Château d'Eau, pour finir sur ça, c'est très intéressant, on se rend compte qu'en vérité, ce sont des Arabes. Pourquoi? Parce que donc ces Noirs-là, ils sont de la communauté de l'islam, donc c'est l'Arabie qu'ils enrichissent, c'est pas l'Afrique, hein. Même s'ils construisent des choses chez eux en Afrique, ils donnent de l'argent pour construire aussi des mosquées en Afrique. Donc ils payent pour l'aliénation mentale de leur propre continent. Quand ils n'envoient pas l'argent à la mosquée. Donc ces gens-là, quand ils sont venus en France, ils sont venus grâce à des passeurs arabes. Je me suis un peu renseignée, ils sont venus grâce à des passeurs arabes. Et ces gens-là, quand ils envoient de l'argent, nous les autres noirs, les noirs chrétiens et les noirs kamites, on envoie par, et les noirs athées, hein, on envoie par Western Union. Eux, ils envoient par des circuits de réseaux arabes, en dinars. Donc encore une fois, ça renforce et ça fait tourner l'économie arabe et des pays musulmans. Ces noirs-là, quand ils partent en vacances ou pour faire le truc, pour dépenser véritablement leur richesse, je ne dis pas qu'ils investissent pas en Afrique, je ne dis pas ça. Ils investissent personnellement pour eux, mais pour la culture africaine, je ne sais pas s'ils investissent. Ils investissent pour la culture arabe en Afrique. Ou bien comme pour Maître Gims, ils payent des choses dans les pays des Arabes avec l'argent qu'ils ont. Après, quand ils ont de l'argent, des Noirs qui sont dans ces dogmes-là et qui ont de l'argent. Donc voilà, vas-y ma reine, excuse-moi, tu voulais parler. Mais n'hésite pas à me couper parce que moi, quand je suis lancée. T'inquiète pas. Non, non, oui, c'est vrai parce qu'en fait, je pensais au Ramadan. À 18h30, il n'y a plus personne. La première fois que j'ai vécu ça, je m'y attendais pas. Cette année, je crois que c'était beaucoup plus tôt par rapport aux horaires. Et je passais là-bas, j'ai dit, mais attends, tous les stores sont baissés et tout. C'est là que j'ai compris, je dis, en fait, tout le quartier est arabe. Et les Noirs qui travaillent là-bas, qui ne sont pas du même dogme, mais ils sont dehors, en fait. J'ai vu tellement de... Et franchement, c'est très drôle hein, pendant la période du Ramadan. Là. J'ai trouvé ça très, très drôle. Et je me disais, pourquoi il y a autant de Noirs debout comme ça, dehors et tout, je comprenais pas. Mais en fait, c'est parce que les mecs, c'était l'heure de la prière. Toi qui n'es pas dans la prière, on se fout dehors, on baisse les stores parce qu'il faut couper le jeûne. Certains qui ont un espace derrière coupé à l'arrière, mais les autres, ils baissaient les stores. Pourquoi? C'est une folie. C'est une folie. Et c'est là que je me suis dit, C'est ça, Marine. tout le quartier est dans ce dogme-là. C'est ça, ma reine. Mais après, en vérité, dans ce quartier, les traditionalistes côtoient les, Oui, il y en a. Il y les en a. musulmans, pardon. Oui, bien sûr, il y a des chrétiens, il y a tout le monde. En Mais vérité, par on contre, vit les tous ensemble seules dans ce personnes que quartier. je vois avec le sac en tissu, là, en train de récolter des pièces, c'est des Noirs. Hein. Des Noirs bien noirs de chez nous. J'en ai jamais vu Très d'autres. piétane. Peut-être que j'y passe pas suffisamment souvent. D'ailleurs, il y en a un qui est tout au même endroit, limite à la jonction entre Barbès et Macadais. Macadais, qu'est-ce que je raconte? Entre Barbès et... À chaque fois, je confonds Château Rouge et Château d'Eau. Quand tu montes de Barbès, tu montes, c'est le premier, je crois que c'est Château d'Eau. Je confonds toujours. En cette jonction-là, ce monsieur, il est tout le temps là. Les seules personnes que je vois en train de mendier pour construire des mosquées, ce sont des Noirs. Vraiment. J'ai jamais vu d'autres le faire. Debout comme ça, qu'il pleut, qu'il neige. Il y a un papy, ça fait des années que je le vois là-bas en train de récolter de l'argent. C'est ça son taf. Tous les jours, il est là. Toi, en fait, tu dis quelque chose de très important. Et moi, j'allais un peu arrêter avec mes médounes éthers, là, mais tu me renvoies dedans. Donc, je suis le courant, l'énergie que tu m'envoies. En fait, tu fais un lien très important. Tu lis à nouveau Château Rouge et Château d'Eau. Donc, je vais expliquer. En essence, quand on parle de Kama, du royaume de Kama, il faut savoir qu'il y a la terre rouge. Il y a la terre rouge. Il y a aussi le peuple rouge. Ça, c'est quelque chose que vous devez connaître. Et on vous dit que les Kémites, ils sont des nuances de marron qui en vérité vont du rouge au noir. Ou même du jaune au noir. Voilà. Et donc nous on connaît la terre rouge, on connaît l'importance du rouge, on sait rouge, on connaît un peu peut-être roi rouge, le roi rouge, si vous connaissez pas, renseignez-vous. Dans tous les cas, si vous voulez vous renseigner, vous allez regarder celui qu'on appelle Ogo et Pemba.
Je vous en parle tout le temps, mais c'est pas pour rien, hein, parce que c'est comme ça en fait. C'est quand on va commencer à parler de véritablement ces idéologies-là, c'est fomenté sur ça, sur ces principes fondateurs-là. Voilà. Donc, il faut savoir que Ogo Epemba, dans d'autres formes, il est connu sous le nom de Seth. Il est rouge. Seth est rouge. Il est le dieu rouge, roi rouge de la terre rouge. Tandis que Osiris, lui, il est un dieu d'eau. Osiris, qui va donc donner, comme je vous l'ai expliqué, Dionysos. Donc là, il y a la confusion. Osiris va être associé au rouge, mais cette confusion est omniprésente parce que lorsque Osiris et Seth s'assemblent, on va dire, dans leurs principes et s'équilibrent, ils vont former l'Horus, qui va être l'image du soleil, et Osiris seul est également assimilé à l'image du soleil. Mais c'est pas le soleil au même stade, en vérité, de sa vie, si je puis dire. Donc en gros, ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que Osiris, il a une fausse image de dieu solaire, qui est une de ses images, parce qu'il est multiple. Donc ne soyez pas choqués qu'il ait plusieurs images. Et ce n'est pas un petit groupe spécifique précis, comme chez les locodermes, je vous ai expliqué leur mentalité de division avant. Osiris est en réalité un dieu d'eau, ce qu'on appelle un dieu d'eau. Donc là, je vous invite à voir le travail de mon professeur. Il a écrit de nombreux livres sur ça, où il y a des vidéos sur YouTube. C'est Dibomba-Rimbok. Vous regardez Dibomba-Rimbok, ou vous tapez Osiris dieu d'eau sur YouTube, ou sinon vous lisez Dieu d'eau, entretien avec Ogotemili, qui a été écrit par un locoderme. Donc voilà, vous allez vers la source que vous voulez et vous allez comprendre en quoi je vous explique que Osiris est un dieu d'eau et qu'il est mis en opposition avec Seth qui est le dieu rouge. Et que, encore une fois, je vous explique le poulet, si, tout ça, on peut encore relier à la figure de Hathor et donc à la figure également de Osiris. Et on peut lier tout ça encore à Dionysos et donc on lie château rouge à château d'eau. Vraiment, dans ce paradigme-là, c'est pas du hasard en fait, c'est pas des coïncidences, c'est qu'il y a une origine aux choses et que la fondation de l'Europe, elle est kamite et ça Omotunde l'a beaucoup expliqué en fait. Et donc pourquoi, pour en revenir maintenant à la question, au débat, merci d'avoir mis dans le chat Marraine, Dibomba Rimbok, tout à fait. Pour en revenir à la question, pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Parce que ces divisions qu'il y a entre par exemple les Noiarabes et nous les Kamites, on est surconscient de ça parce qu'on y assiste tous les jours, nous, notre communauté sur TikTok. C'est la même histoire avec l'Inde et le Pakistan. C'est exactement la même histoire. C'est les mêmes procédés. C'est les mêmes gens qui en sont à l'origine. D'accord? Et c'est même en même temps. Donc il est temps de comprendre ça et de voir au-delà des différences des poils parce que moi je n'ai fait que lier maintenant ces deux choses-là pour que vous puissiez comprendre à travers nous, notre paradigme, ce qu'on a vécu, en quoi c'est la même chose là-bas en fait. Donc je vous parlais de l'assimilation à l'étranger, tout simplement parce que, et vous allez comprendre pourquoi tout ça au final, ça finit de répondre à la question. Je vous parlais de l'assimilation à l'étranger parce que, par exemple, là je prends le cas de mon oncle, qui d'ailleurs mon oncle, après s'être fait vacciner du Covid, a perdu la vue d'un de ses yeux, pardon, enfin d'un œil, pardon. Il a perdu la vue, donc là son œil ne voit plus rien. Son canal de l'œil a été bouché après avoir été vacciné du Covid. Il a une boule dans le bras. Il est allé voir un médecin et un jour, quelques jours après, il s'est réveillé, il voyait plus rien d'un œil. Donc voilà. Oui, c'est Dieudo. Vous tapez Osiris Dieudo, ça c'est une chose pour avoir sur YouTube les choses de Dibomba Rimbok. Sinon, vous regardez le livre Dieudo, entretien avec Ogotemili, qui a été écrit par Marcel Griol et c'est un locoderme qui a écrit après avoir parlé avec un sage Dogon qu'on appelle Ogotemili et qui va donc lui expliquer un peu en quoi Osiris est un dieu d'eau. C'est là qu'il sort avec son affaire de la... Oh, j'ai plus les mots. C'est là qu'il a mis en avant le fait que pas la circoncision de la femme, c'est ça? C'est dans ce livre, je crois qu'il en parle, si je dis pas de bêtises. Pas sûr. Attends, Peut-être qu'il y a des choses dessus, mais là ça me dit en rien. fait, attends, je vais être sûre qu'on parle de la même personne, en fait, j'essaie de me mettre dans la tête. Il parle du fait que c'est un dieu qui est hermaphrodite, c'est ça? Et qu'il a fallu séparer le côté homme, le côté de la femme, et que c'est pour ça
que les femmes Tu sont... sais, excuse-moi ma reine, mais tu sais, quand tu disais circoncision, moi j'avais toute la mauvaise connotation comme je fais que tout ça, donc c'est pour ça que je voyais pas, mais oui, là je comprends mieux. Oui, oui, C'est vas-y, ça ou continue pas? ma reine. Je veux être sûre hein, Continue qu'on ma parle reine. de la même chose, hein, parce que j'ai les infos en tête, mais je suis pas sûre. En fait, dans ce Je l'ai livre, pas lu en fait. J'ai eu les infos via Covid, mais j'ai pas tout en tête parce qu'en fait il y a moi je l'ai pas lu en entier et je l'ai lu en anglais. donc j'ai pas tout en tête. Je veux être sûre qu'on parle de la même situation, de la même personne, parce que en fait lui son truc c'était de montrer l'origine de pas la circoncision, l'excision de la femme. Lui en fait c'était pour montrer que Oui, mais tu sais, j'avais compris excision, hein. Moi je parlais d'excision directe. c'est ça, excision. Pourquoi je pense à circoncision? Excision. Pour pouvoir en fait justifier pourquoi en fait on excise encore les femmes dans notre paradigme, tandis que c'est pas du tout quelque chose qui fait partie de nos rites et coutumes, de base. Et si j'ai bien compris, il s'est entretenu avec une personne là-bas qui lui a expliqué que c'était par rapport à au côté hermaphrodite du dieu et qu'on sait pas bref et que les gens en fait l'ont interprété dans le sens où qu'il faut couper la femme parce que la femme avant de devenir femme est hermaphrodite parce qu'en fait quand elle est bébé on peut pas distinguer le sexe de l'homme et de la femme, toute une histoire comme ça. Je sais pas si c'est de ça, si c'est la même documentation dont on parle. Alors, en fait, malheureusement, là, on est exposé à ce qu'on appelle justement la falsification religieuse. Parce que déjà, quand on parle d'excision, il faut savoir qu'il y a deux types d'excision. Il y a l'excision véritable qui était pratiquée à Kama. Et donc là, en fait, il va s'agir d'une entaille qui est faite de façon... j'avais déjà dit indolore et les gens m'ont dit, oui, tu dis indolore. Moi, je ne sais pas si ça fait vraiment pas mal, mais on dit d'une façon dite indolore. D'accord? C'est une légère entaille qui vise à favoriser l'écoulement des flux, des menstrues qui sont naturels chez les femmes et quotidiennes en fait, hein, tout le temps, chez la femme tout simplement. Et donc ça, c'était un acte médical hygiénique qui était pratiqué euh, au même titre que la circoncision chez le garçon. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que avec l'arrivée des dogmes arabo-musulmans, il faut le dire, parce que c'est eux qui ont contribué à beaucoup mentir sur ce sujet-là et à mettre beaucoup de mensonges sur ce sujet-là et que beaucoup de noirs pensent qu'ils sont dans l'islam contre l'excision alors que c'est l'islam et c'est les dogmes arabo-musulmans, c'est les dogmes de torture. Je vous ai raconté ce qu'ils faisaient aux enfants, d'accord? On ne vous a pas dit ce qu'ils faisaient aux femmes. C'est ces dogmes-là qui ont mis ces pratiques-là. Voilà, à la base, ce n'était pas pratiqué comme ça, ni pour ces raisons-là. Eux, l'incision déjà c'est pas au même endroit, c'est une incision sur le clitoris qui vise à le sectionner afin que la femme n'ait pas de plaisir lors de l'acte sexuel. Il faut savoir que ces mêmes gens couent la femme pour que son mari puisse l'ouvrir comme un papier cadeau le jour de mariage, voilà. Et que ça, ce sont des traces qui font depuis l'esclavage, ce sont des choses qui font et que ça n'a rien à voir avec nous, nos dogmes. Euh, Tout comme les griffures qu'on voit par exemple sur le visage de certaines mamans maliennes, il y a des noirs musulmans qui viennent nous dire que c'est des actes de torture, alors qu'en réalité il s'agit de marques qui attestent de la royauté, de la lignée royale de l'individu. Ça veut dire que maintenant une jeune fille, alors que ça normalement c'est un acte d'honneur, un acte de fierté. Vous savez, nous on n'est pas un peuple de PUTE, je dois le dire comme ça. On est un peuple de guerriers, les amis. On est un peuple de guerriers. Donc oui, nous, nos femmes reines, parce qu'on a des femmes reines, ces arabo-musulmans n'ont pas de femmes reines. Nous, nos femmes reines, elles sont marquées au visage, elles ont le visage griffé. Mais quand tu vois le visage de cette dame-là, de cette petite fille qui a souffert un moment, hein, qu'on lui a marqué son visage, oui, eh bien, tu sais que tu peux pas la toucher. Et tu sais qui elle est. Tu sais qu'elle est pas n'importe qui. Tu sais que elle est d'un clan royal. Et donc maintenant, ils font comme si c'était un acte de torture parce qu'on est devenu un peuple, moi je dis d'assistés, un peuple de nourris aux OGM, un peuple de chochottes qui cherche la protection du blanc alors qu'il est son génocidaire principal et qui ne sait pas reconnaître la force et l'honneur et le mérite de son ancêtre lorsqu'il marche sur des braises ardentes parce que c'est sa culture, lorsqu'il se transperce avec une épée et que ça le transperce pas, lorsqu'il se fouette pour rendre un culte à son Dieu, il le fait parce qu'il le peut. Il le fait parce que c'est sa culture, il le fait parce qu'il est fort et qu'il montre sa force. Et que quand on est un roi, c'est parce qu'on a la force d'être le roi aussi. C'est pas parce qu'on est venu par le mensonge, en mettant des maladies, ou quoi que c'est la force du locoderme. Donc moi je vais pas les contredire. Mais tout ce que je veux dire c'est que
Il y a des traces de falsification maintenant de l'histoire de l'Afrique par les écrits religieux, abrahamistes, quels qu'ils soient. Et dans le cas de l'islam, c'est également le cas, et c'est également le cas donc pour cette histoire d'excision-là, qu'il faut. C'est comme pour l'esclavage. Vous savez quoi? C'est comme pour des différence entre esclavage et servitude. Sachez maintenant, là je vous ai expliqué, entre excision et excision. Voilà. Et donc pour en revenir au sujet principal, donc tout ce que j'explique c'est exactement comme l'Inde et le Pakistan. Il y a le cas donc de mon tonton qui après avoir fait ce vaccin a perdu la vue. Euh, En fait lui qu'est-ce qu'il m'a expliqué? Quand il est venu en France, il n'y avait pas de temple hindou. Donc pour continuer à prier, parce que l'hindou, lui, il a entraîné à reconnaître l'égrégore sous toutes ses formes. Vous voyez? Ça veut dire qu'il peut le voir dans l'argent, comme il peut le voir dans Jésus, comme il peut le voir dans une plante, comme il peut le voir dans un poulet, dans une vache, dans quelqu'un d'autre. Vous voyez? Il reconnaît l'égrégore en toute chose. Donc mon tonton, ça ne lui a posé aucun problème d'aller prier à l'église. Et en fait, par habitude, il a commencé à prier Jésus. Et il est devenu chrétien comme ça, par glissement, petit à petit, parce qu'il ne trouvait pas de temple indien, en fait, tout simplement. Il ne trouvait pas de temple indien à Marseille où il a emménagé à ce moment-là. Donc l'assimilation à l'étranger, elle a des conséquences également sur le continent, hein, parce qu'après ces gens-là, ils retournent sur le continent, ils parlent sur le continent, ils influent sur le continent. Vous voyez très bien nous, en tant que diaspora, l'influence qu'on a sur le continent. Il y a des formations des États comme l'AES et tout ça, c'est grâce au travail coordonné de la diaspora et du continent qu'on en est là aujourd'hui. Et quand je dis de la diaspora, je parle de toutes les diasporas confondues, parce qu'on bénéficie des écrits des Angolais, des Américains, des Brésiliens, des Caraïbéens, des Indiens. Il y a aussi des Indiens qui ont théorisé sur tout ça. Hein. Vous savez, le jour où Cheikh Anta Diop a fait son discours en 1964, écoutez les questions, et remarquez qu'à un moment, il y a un Indien qui est là au Sénégal et qui a posé des questions. Si vous ne l'avez pas vu dans le public. Mais regardez, un Indien qui est là qui pose des questions. Donc il y a même des Indiens, et lui-même cet Indien, qu'est-ce qu'il disait? Il disait que lui-même il travaillait sur ça, et que c'est pour ça qu'il était venu écouter Cheikh Anta Diop. Parce que lui-même, il expliquait son propre travail à lui, ce monsieur Indien-là. Donc voilà, c'est quand même fascinant. Et pareillement, l'assimilation à l'étranger, par exemple, Gare du Nord qui devient halal. Pourquoi? Bah parce que à la base, avant que les Indiens viennent s'installer, c'était un quartier arabe, tout simplement. Les Indiens se sont fait une place dans l'économie. Ils ont installé leurs restaurants, mais l'essentiel de la population de cet endroit-là, ce sont quand même des Arabes ou des musulmans, ou des Noirs musulmans. Donc faire un restaurant halal en sachant qu'à côté il y a aussi des commerces arabes, etc. C'est bénéfice. On vit en communauté, ça fait le bénéfice. Comme ça, tout le monde vient. Ils vont pas se dire ah j'aimerais bien manger ça, ça a l'air bon, mais c'est pas halal. Là, tout le monde vient et mange halal tout ça. Mais moi, ce que j'explique maintenant à l'Indien, c'est que toi, tu as une culture qui date de plusieurs milliers d'années. Et maintenant, tu viens te rallier à une culture qui est jeune, qui est toute nouvelle. Je ne dis pas forcément que c'est mal, mais cette culture est-elle forcément mieux? Parce que tout à l'heure, je vous ai expliqué que ce Dieu-là, Allah, c'était aussi le Dieu du caca. Je vous ai expliqué pourquoi. Je vous ai expliqué, c'est pas pour insulter. Ce n'est pas pour insulter. Moi, je n'insulte pas l'énergie divine. Vous l'appelez comme vous voulez l'appeler. Mais si vous voulez l'appeler sous sa forme Allah, je vous explique pourquoi dans l'étymologie, pourquoi selon les faits, pourquoi selon les humanités classiques primordiales ou africaines, ça découle du dieu qui à la base est le dieu du caca, qu'on appelle Seth, qu'on appelle Chou, qu'on appelle Pemba. Vous voyez? Voilà. Donc, le dieu du désert. Donc, maintenant, il s'avère qu'il y a plusieurs années, il y a une étude qui est sortie et qui a expliqué comment la viande halal était contaminée à la matière fécale. En vérité, c'est le cas de toute viande que l'on va pendre par les pieds, même si vous voulez pas faire un truc halal, mais qu'en tant que boucher, vous avez pendu votre viande par les pieds. Il y a une contamination à la matière fécale parce que, comme je l'ai déjà expliqué au tout début de cette prise de parole, il y a quelque chose dans ce monde qu'on appelle la gravité. Voilà. Et que rester en bas, la tête en bas longtemps, c'est pas bon pour plusieurs raisons. Et donc, moi, ça me faisait rire parce que je disais, mais au final, regardez, ce que je vous expliquais tantôt sur la désertification, que des gens qui ont une idéologie où ils prient le dieu du désert, bizarrement, là où ils passent, ça s'accompagne d'une désertification de l'environnement. Et je vous dis que ces gens prient le dieu du caca et bizarrement, ces gens mangent du caca à leur insu. Droit de l'homme, c'est qu'on s'est relé. La mayotte pour ti moun fondé.
Après des 100 ans, ça ne réglé. Nèg vle fen konnen soleil c'est bon Dieu. Mais diable a fini par parler. La Bible son bagay qui sacré. Une bataille qui va bien régler. Blanc yo prend terre, yo ban Bible en accepté.